Bonsoir à toutes et à tous. Je vous remercie pour votre présence ce soir. La semaine olympique et paralympique nous a semblé le bon moment pour organiser un temps d'échange autour de l'inclusion dans le sport, faire un état des lieux du sport et du handicap sur le territoire. Agir pour un sport plus inclusif. Un sujet encore trop d'actualité. Parce que le sport est un vecteur d'inclusion, parce que le sport fait partie des déterminants de santé, Harmonie Mutuelle s'engage en faveur de la pratique inclusive du sport. Depuis déjà quelques années, nous accompagnons Angie Natation pour favoriser le développement de la section Nager Forme Santé, qui est un vrai succès, je crois, et répond à une attente du public. Je profite de mon introduction pour remercier Nicolas Lemeunier, président d'Angie Natation, et son équipe pour la qualité de nos échanges dans un état d'esprit de co-construction dans les actions que nous soutenons. Pour Harmonie Mutuelle, c'est une ambition toujours réaffirmée d'œuvrer pour l'inclusion et la santé pour tous. Le semi-marathon de Paris du 5 mars, il y a quelques semaines dernier, dont Harmonie Mutuelle est le partenaire majeur, a une nouvelle fois rempli l'un des objectifs avec un nombre toujours plus important de binômes engagés dans cette course. Ce soir, nous aurons le plaisir d'écouter des professionnels, des sportifs et des parents pour aborder les difficultés qu'ils ont pu rencontrer, mais aussi nous témoigner de ce que l'accès à des pratiques sportives peut être comme levier d'inclusion, capable de faire tomber les barrières sociales, de changer le regard que l'on porte sur soi-même et les autres. Je vous invite à leur poser toutes les questions que vous souhaitez. Ils sont là pour cela, alors n'hésitez surtout pas. Je vais laisser la parole à Marc Sitio, qui ce soir sera notre animateur et pour cette soirée, et peut-être même le gardien du temps. On lui fait confiance. Merci Marc. Donc bonjour à toutes et à tous. Donc comment va se dérouler cette conférence débat? Comme l'a dit Alain, en 3 temps. Premier temps, de quoi parle-t-on avec l'inclusion? Dans un deuxième temps, comment améliorer l'inclusion des personnes en situation de handicap? Ça sera notre première table ronde. Notre deuxième table ronde sera comment les athlètes vivent l'inclusion dans leurs pratiques sportives, les athlètes au sens large. Donc, dans un premier temps, je vais appeler Madame Adèle Hérault, qui va nous présenter l'inclusion, de quoi parle-t-on? Adèle, conseillère technique fédérale auprès de la Fédération française de sport adapté sur le 49, agent de développement, mise en place d'actions de développement de l'accès de la pratique sportive pour les personnes en situation de handicap mental ou atteintes de troubles psychiques. Accès des sportifs à la pratique de leur choix, compétition, loisirs ou activités, action auprès des clubs pour ouvrir les pratiques sur le 49, formation des bénévoles et des entraîneurs. Madame Adèle Hérault. Bonsoir, je suis heureuse de vous retrouver ce soir pour échanger ensemble sur la place du sport afin de favoriser l'inclusion des personnes en situation de handicap. Pour mieux comprendre l'origine du développement de ce projet sportif, je vous propose de reprendre un petit peu le contexte politique et sociétal français sur le sujet. On va revenir quelques années en arrière, plus précisément en 2005, où le gouvernement de l'époque, donc le gouvernement Raffarin, met en place la loi du 11 février 2005. Cette loi, comme vous pouvez le voir, c'est la loi pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées. Cette loi, elle a pour objectif de favoriser l'accès à l'autonomie des personnes handicapées, aux droits fondamentaux reconnus à tous les citoyens, ainsi que le plein exercice de sa citoyenneté. À partir de cette loi, le handicap est défini sur 6 champs. Le handicap moteur, le handicap auditif, le handicap visuel, le handicap mental, le handicap psychique, et ainsi que tous les troubles de santé invalidants. Il est défini que l'altération ou la limitation des activités, la restriction à la participation à la vie
de la société doit être durable ou définitive pour que l'on puisse parler de handicap. Dans le cadre de cette loi, et pour répondre aux besoins des personnes en situation de handicap, 5 grands objectifs ont été définis. Les objectifs de compensation, de scolarité, d'emploi et de proximité. Il manque l'objectif d'accessibilité sur la diapo. L'objectif de compensation, donc c'est par le biais de la compensation matérielle, humaine ou animale, pour vraiment répondre au projet de vie de la personne. L'objectif de scolarité, c'est de pouvoir permettre à tout enfant porteur de handicap d'avoir une offre scolaire à proximité de chez lui et de s'inscrire surtout dans l'école de son choix. L'objectif d'emploi, donc là, ça passe par l'obligation des entreprises qui ont plus de 6% d'accueillir 6% de leurs employés en situation de handicap pour les entreprises qui ont plus de 20 salariés. L'objectif d'accessibilité, c'est notamment l'accessibilité de tous les bâtiments publics et cet objectif était basé donc en 2005 sur un objectif de 10 ans pour rendre tous les lieux publics accessibles. On s'en approche. Sur l'accessibilité des lieux, on est peut-être encore un petit peu loin. Le délai va être un petit peu décalé. Et enfin, l'objectif de proximité, notamment par la création des maisons départementales des personnes handicapées, pour permettre un accompagnement plus proche des familles. À cette époque-là, la notion parlait plutôt, et la loi parlait plutôt d'intégration et pas d'inclusion. Donc, on va reprendre un petit peu les deux définitions pour que vous puissiez bien voir la différence entre ces deux notions. L'intégration, donc, comme vous voyez avec le petit schéma au-dessus, c'est un processus de rapprochement entre une personne, un groupe de personnes, et un autre groupe de personnes plus vaste. C'est l'individu qui doit s'adapter à l'ensemble du groupe. Ce qui sous-entend qu'une personne avec un handicap, c'est à elle de s'adapter ou de se réadapter à l'environnement dans lequel elle évolue. La société ne change pas dans son ensemble. Si la personne souhaite s'intégrer, c'est à elle de se normaliser ou de faire l'effort de s'ajuster au système existant. C'est la définition de l'intégration. Concernant l'inclusion, terme du coup on utilise aujourd'hui, plus particulièrement, là toutes les personnes, quelle que soit leur capacité, ont la possibilité de pratiquer et de participer pleinement à la vie de la à la vie de la société. Les différences et les capacités entre tous les individus en situation de handicap ou non sont reconnues et appréciées. L'inclusion, à la différence de l'intégration, cherche à transformer la société, à lever les obstacles pour l'accessibilité pour tous. Que ce soit pour les structures ordinaires d'enseignement, de santé, de services sociaux, de loisirs, etc. L'inclusion, c'est donc un effort démocratique pour que tous les citoyens en situation de handicap ou non puissent participer pleinement à la société selon un principe d'égalité de droits. On est sur deux entrées différentes là-dessus. Vous allez me dire, et le sport dans tout ça? C'est la thématique du jour. L'accès aux loisirs est un droit fondamental et qui permet aussi l'exercice de sa citoyenneté, notamment avec la prise de responsabilité dans les associations, qui n'étaient pas nécessairement autorisées pour les personnes en situation de handicap avant cette loi de 2005. La notion de handicap renvoie souvent à un jugement de vulnérabilité et d'incapacité. Pourtant, les situations sont toutes différentes en termes de mode de vie et de rapport au monde. Le sport, à la différence de beaucoup, voit dans la défaite une étape et dans l'erreur une chance de progresser. Grâce à cette vision, nous pouvons agir pour l'inclusion des personnes en situation de handicap en répondant à certains objectifs présentés dans la loi. Sur l'objectif de compensation, eh bien, on peut, par la pratique sportive, utiliser les aides matérielles, humaines et même animales en fonction des disciplines pour permettre aux personnes de pouvoir continuer à pratiquer leur activité sportive. Sur les objectifs de scolarité et d'emploi, l'idée c'est de permettre aux enfants et aux adultes de pouvoir continuer à partager des activités avec leurs camarades de classe, avec leurs collègues de travail autour de l'activité sportive. Et donc, si l'activité sportive est à proximité de chez eux, ça facilite ces temps d'échange et de partage. Sur les objectifs d'accessibilité,
On peut travailler, bien sûr, sur l'adaptation des locaux, être aussi sollicitateur des collectivités pour la mise aux normes de l'accessibilité. Ça peut partir de vous, club, pour faire remonter les demandes. On peut travailler sur l'adaptation de la pédagogie dans les apprentissages. Et puis, les fédérations ont travaillé aussi sur une adaptation des règlements pour qu'ils puissent être accessibles à tous les types de handicap. Et enfin, l'objectif de proximité, plus le maillage territorial en termes de clubs sportifs capables d'accueillir et souhaitant accueillir le public va être développé, plus nous allons pouvoir répondre à cet objectif de proximité et accompagner les personnes dans leur projet de vie, et notamment leur projet de vie sportif. Aujourd'hui, de nombreux clubs sont déjà impliqués dans l'accueil des sportifs handicapés, parfois avec les moyens du bord, parfois en s'appuyant sur le réseau de clubs ou en échangeant sur d'autres moyens utilisés. L'écosystème sportif français évolue depuis la loi. Auparavant, 2 fédérations proposaient des activités sportives dédiées au handicap, les fédérations françaises handisport et sport adapté. Handisport dédié aux personnes en situation de handicap moteur et sensoriel depuis 2007 sur le public handicap sensoriel, et la Fédération française de sport adapté tournée vers le public en situation de handicap mental ou atteint de troubles psychiques. Depuis, de nombreuses fédérations proposent aussi des programmes d'accueil des personnes en situation de handicap et ont notamment obtenu la délégation ministérielle pour proposer leur activité, leur parasport ou parasport adapté aux différents publics. Donc vous avez là les logos des fédérations qui ont obtenu cette délégation, et de par cette délégation qui propose des activités, donc parasport plutôt handicap moteur et sensoriel ou parasport adapté pour le public en situation de handicap mental, au sein directement des fédérations. C'est-à-dire que les pratiques aujourd'hui ne sont plus proposées uniquement par les fédérations handisport et sport adapté, peuvent être aussi proposées par d'autres fédérations. Il y a uniquement une fédération sur les sports d'hiver, sur la fédération de hockey sur glace. Toutes les autres sont des disciplines plutôt dites d'équipe. Certaines fédérations accueillent uniquement un type de public, d'autres ont la délégation pour les 2 publics, notamment le karaté, qui a la délégation pour tous les publics. Le sport devient donc de plus en plus inclusif, avec beaucoup de nouveautés qui ont vu le jour, des nouveautés technologiques, des nouvelles formations diplômantes ou qualifiantes, des nouvelles aides financières et aussi une augmentation du nombre de demandes de familles ou de personnes en situation de handicap. Pas toujours simple de s'orienter dans ces méandres, mais gardons un objectif en tête. Permettre aux personnes en situation de handicap de vivre le sport de son choix, dans un environnement voué à son plaisir, ses besoins et à l'exercice de sa citoyenneté. Les 2 tables rondes nous apporteront des réflexions sur ceci, avec des échanges émanant d'athlètes pratiquant des parasports, des professionnels du champ du sport, des parents, et accompagnés de retours d'expérience. Je vais m'arrêter là et je vais vous rejoindre avec plaisir sur les tables rondes. Merci. Merci Adèle. Donc, on va passer sur la table ronde numéro 1. Et je vais appeler, pour répondre à cette thématique, comment améliorer l'inclusion des personnes en situation de handicap. Je vais donc appeler Claire Suppiot-Garçon, athlète de haut niveau, paralympique et olympique. Noël Marché, ici présent, étudiante et nageuse, membre de la commission UXEL. Julie Lebouc, éducatrice sportive en natation. Sandy Boulot, éducatrice en activité physique adaptée. Et enfin, Aude Leget, agent de développement du comité départemental handisport 49, éducatrice sportive spécialisée dans le handicap. Donc, on va poser la première question à Claire. Donc, cette athlète
première athlète française qui a fait les Jeux olympiques en 88 à Séoul, qui a fait les Jeux paralympiques en 2021, Olympiade 2020 à Tokyo, référente handicap pour le département du Maine-et-Loire. Et comme marqué, Claire, toi, tu vois l'inclusion comme une recette de cuisine. Bien, bonjour à tous, merci d'être là. Oui, l'inclusion comme une recette de cuisine, car comme l'a dit Adèle, quand on intègre des ingrédients, si on les intègre simplement sans les préparer, ben, ça ne fera pas un bon gâteau en fait. Et l'inclusion pour moi, c'est que tout le monde ait sa place en fait au sein d'un groupe. Il faut un groupe avec un niveau qui peut correspondre avec la personne en situation de handicap. Et en fait, il ne faut pas que ça gêne, en fait, que ça gêne pas non plus. Alors, vous m'excuserez, je vais mettre, pour y avoir été un petit peu, les valides, avec des guillemets, et les handis, en fait. Parce que si les handis perturbent, je vais prendre le cas concret de la natation, hein, bien sûr, c'est ce que je connais le mieux, si on perturbe un peu les lignes, parce qu'on ne va pas assez vite dans des groupes, pour les valides, c'est pas agréable. Et pour l'handi non plus, hein, de se faire tout le temps doubler, c'est pas super. Et encore moins pour l'entraîneur à côté. Donc en fait, l'inclusion, c'est une bonne recette avec des bons ingrédients. Ça veut dire un club qui est fait, en fait, qui est prêt pour ça, qui est capable aussi d'accueillir. Il faut des bons entraîneurs sur le bord, parce que ça, c'est important. Il faut des professionnels aussi bien de l'entraînement, mais également du handicap. Il faut une mixité. Voilà, dans certains sports, c'est pas possible qu'il y ait hommes et femmes à s'entraîner en même temps, mais on parle aussi de niveau. Et le niveau, il faut pas chercher forcément l'inclusion à tout prix. Alors, vous allez me dire, mais pourtant, c'est le thème d'aujourd'hui. Ben oui, une inclusion réussie, c'est, comme je vous l'ai dit au départ, quelque chose qui fonctionne dans les deux sens. Il faut que ça soit du peer-to-peer, en fait. Je prends, je donne, et que ça soit des deux côtés. Un exemple concret, j'ai 55 ans. Je peux m'entraîner avec des jeunes qui ont entre 18 et 20 ans, il y a une certaine maturité. Si mon niveau de natation, j'apprenais juste à nager, on me mettait en fait avec des jeunes qui ont 7 ans, 10 ans. Il y aurait un trop grand écartage, pour que la personne en situation de handicap puisse aussi s'épanouir. Il n'y aurait pas de lien à l'intérieur du groupe. Et puis les jeunes, même si on a pu voir sur la vidéo d'aujourd'hui, ils sont prêts à accueillir le handicap. Mais ça ne serait pas un bon échange en fait. Il faut respecter aussi la personne quand elle est en inclusion. Mais pareil, c'est la même chose avec des athlètes de haut niveau. On peut être athlète de haut niveau en natation paralympique, mais pas y être forcément en natation sportive. Donc on parle encore de niveau de pratique. Et donc la mixité, c'est important pour ça. Et une inclusion réussie, c'est d'avoir tous ces ingrédients pour faire un bon gâteau, une bonne performance et un épanouissement aussi bien des athlètes valides qui accueillent que des athlètes en situation de handicap. Donc pour toi qui est recordwoman du monde et championne d'Europe, pour toi l'inclusion, en conclusion, ça reste une richesse. L'inclusion est forcément pour moi une richesse, mais il faut qu'elle soit bien travaillée. Et dans tous les cas, elle doit être vécue par tout le monde comme il faut. Et quand on a pu voir le petit dessin au départ d'Adèle, ça se fond dans la masse. Mais on ne peut pas se fondre dans n'importe quelle masse. Ça serait un peu délétère. Mais effectivement, c'est une richesse. Et c'est une richesse, je pense, pour notre club, dont j'ai natation de course, n'est-ce pas, Nicolas? Et puis, c'est une richesse aussi pour autant, pour nous, les nageurs qui sont valides. Moi, j'apprends énormément des jeunes. Le matin, j'ai qu'une chose à faire, c'est de suivre la mousse qui est devant moi. Et puis, je pense que pour certains nageurs aussi valides, mais je ne vais pas parler à leur place, c'est aussi une richesse. Parce que des fois, quand ils me voient arriver, bon, certes, il y a 55 ans derrière, mais je pense que des fois, ça donne un peu de courage aussi de se dire, si elle y arrive, nous, à 17 ans, ok, on y va. Et ça, à 6h30 du matin, je pense que c'est quelque chose de très enrichissant pour les deux côtés. Et puis, j'ai coutume de dire, ensemble, tout seul, on va très vite, quoique. Mais ensemble, on va plus loin. Et je pense que l'inclusion permettra d'aller encore plus loin. Je te remercie, Claire. Donc, en espérant que
justement, ton chemin t'emmène à Paris en 2024. Je crois qu'il y a quelque chose là-bas qui est prévu. Voilà, il y a quelque chose. Et encore une fois, je voulais remercier Harmonie Mutuelle qui m'a déjà accompagnée pour Tokyo. Et donc, bon, je passe le message. Hein. Donc, voilà. Merci à tous. Donc, merci. Donc, Noël Marché, étudiante, nageuse, membre de la commission UXL. Je vais essayer de ne pas buter dessus. Commission dynamique sportive inclusive de l'UXL national. Je m'arrête. Hein, donc, tu es atteinte par la maladie des os de verre. On t'a toujours conseillé de faire du sport pour maintenir un bon rythme de vie, une santé plutôt acceptable. Mais, comme tu me l'as dit, certains professeurs étaient assez craintifs justement dans ta démarche sportive. Et justement, ça ne t'a pas empêché de continuer, bien au contraire. Et comme vous pouvez le voir juste derrière Noël, vous avez quelque chose d'assez fantastique. Vous allez voir toute la truculence de Noël à propos de cette super image. Je te laisse. Merci Marc, bonjour à tous. Alors en effet, ce soir, il y aurait plein de choses à dire, même si je trouve que Claire a dit l'essentiel. Moi, je voudrais surtout revenir sur un point qui est arrivé un peu par hasard et qu'on voulait vous présenter ce soir. Donc, c'est une capture d'écran, l'image que vous voyez juste derrière moi. Le site actuel, si vous y allez, n'existe plus. Il n'est plus formulé comme ça. J'y étais par hasard et j'ai eu la bonne idée de faire une capture d'écran. Donc, en fait, j'étais tout bêtement en train de rechercher ce que je pouvais faire sur Paris un week-end en février. Il s'agit là, pour le coup, du 3, 4, 5 février. Voilà, je naviguais sur Internet et je suis tombée sur ça, cet événement qui s'appelle Paris Face Cachée. Je ne sais pas si certains y sont allés. Je ne connaissais pas du tout. J'ai regardé à peu près en quoi ça consiste, quelles étaient les activités proposées et autres. Et je suis tombée sur un centre sportif inclusif innovant. Donc là, tout de suite, mon œil a été attiré. Je me suis dit, parfait, il y a tous les mots qui conviennent. On va regarder en quoi ça consiste. Pour le discours officiel, donc qui est juste en dessous, qui est un peu coupé, tout allait bien. Voilà, c'était un centre qui proposait plusieurs activités pour les personnes handicapées et les personnes valides, tous ensemble. Très bien. Sauf qu'ensuite, j'ai voulu regarder où c'était. Et alors peut-être ceux du fond, je ne sais pas si vous voyez, mais en dessous de un centre sportif inclusif innovant, il y a marqué non accessible aux personnes à mobilité réduite. Donc là, je vous avoue qu'au début, j'ai rigolé parce que j'ai cru que c'était une blague. Il s'avère que non, parce que j'ai contacté le site Paris Face Cachée, je les ai interpellés sur les réseaux sociaux en leur demandant un peu en quoi ça consistait, parce qu'il y avait quand même un problème. Et non, ils m'ont confirmé qu'en effet, le lieu, donc c'est à Bobigny que ça avait lieu, n'était pas accessible pour les personnes à mobilité réduite. Ou en tout cas, si on voulait y aller et qu'on était à mobilité réduite, fallait que quelqu'un porte le fauteuil, fallait qu'on soit aidé. Donc là, pour moi, c'est vraiment l'exemple à ne pas faire. C'est-à-dire qu'il y a une différence entre mettre le mot inclusif, inclusion partout, dans le discours officiel, et puis ensuite vous avez la pratique, la réalité du terrain, qui fait que, non, c'est exactement ce que disait Claire, l'inclusion c'est bien, mais il faut bien la faire. Sinon, à la fin, vous arrivez à un mauvais gâteau. Et pour moi, ça représentait exactement le mauvais gâteau en question. Et puis, même si l'idée était bonne derrière, s'il n'y a pas de quoi faire une bonne inclusion, ne la faites pas. Donc Noël, toujours pareil qu'on avait discuté, t'envisages d'être juriste dans l'armée, spécialiste dans le domaine sportif. Et au moment d'un de tes stages, justement, au Centre national des sports de la défense, tu as pu rencontrer des militaires blessés qui ont été métamorphosés grâce au sport. Est-ce que dans cette démarche-là, ils pouvaient se projeter justement pour être dans une pratique inclusive, eux qui venaient justement d'un milieu, entre guillemets, ordinaire dans leur pratique professionnelle? Oui, alors moi, comme le dit Marc, j'ai pu rencontrer des militaires blessés et c'est ce que j'expliquais, c'est ce que j'essayais de leur expliquer. Pour moi, le sport, c'est vraiment un couteau suisse. On peut transmettre plein de valeurs, on peut apprendre plein de choses grâce au sport. Chacun à sa manière, chacun à son rythme.
Et c'était très compliqué pour ces militaires blessés de s'imaginer pouvoir faire du sport avec des personnes valides, parce qu'ils avaient tout de suite cette idée qu'ils n'allaient pas être acceptés, qu'ils n'allaient pas être au même niveau, que la performance n'allait pas suivre, qu'ils allaient être rejetés. Enfin voilà, il y avait plein d'idées reçues et qui étaient très dures à casser. Donc je me suis dit que c'était aussi un travail à faire en France, d'expliquer aux personnes valides l'inclusion, c'est possible, mais aussi de l'expliquer aux personnes handicapées, en fait, parce que des fois, elles-mêmes se disent que non, c'est pas possible. Et quand j'ai vu les transformations qu'il pouvait y avoir grâce au sport sur ces militaires blessés qui étaient totalement anéantis pour plusieurs raisons et qui pouvaient reprendre goût à la vie juste grâce au sport, et encore plus avec des personnes valides, c'est magnifique, c'est des transformations qui sont vraiment belles à voir. Donc, effectivement, c'est ce qui ressort de ta présentation, c'est que le sport avec l'inclusion, ça reste encore une très belle expérience. Comme Claire l'avait pu le dire, c'est une richesse. Tu confirmes? Exactement, c'est une richesse si elle est bien faite. Donc, Julie, tu es éducatrice sportive en natation. Pour les puristes, maître nageur. Pour toi, donc, tu as comment dire, œuvré tout au long un peu de ta carrière, au niveau du nage et forme santé, au niveau du handicap, à tous ces niveaux. Et pour toi, une inclusion réussie, c'est, pour citer Lao Tzu, j'ai voulu mettre un petit peu de hauteur, un peu. Pour toi, c'est un voyage de milieu qui commence toujours par un premier pas. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Alors, pour aller un peu plus loin dans ce que tu viens de dire, moi, j'avais un exemple concret en tête, une rencontre en fait qui a beaucoup changé, qui a changé beaucoup de choses dans ma vie. C'est une dame qui désirait apprendre à nager et aucune structure voulait aller chercher, voulait l'aider. Et nous, on s'est lancé un pari fou avec un collègue. On s'est dit, allez, on la prend en bénévolat, on va aller plus loin. Et finalement, une dame qui est paraplégique, où personne misait un sou sur elle, et finalement, actuellement, ça fait 3 ans qu'elle nage. Ça fait 3 ans qu'elle se fait plaisir plusieurs fois par semaine, à raison de 2 kilomètres à chaque fois. Et finalement, nous, ça nous a apporté. En tant qu'éducateur, le fait d'avoir ce type d'expérience-là, on se questionne sur notre pratique, on se questionne sur le comment on peut faire, c'est un véritable échange et c'est un apport, pas que pour le pratiquant en fait, c'est un apport aussi pour l'éducateur. C'est une vraie relation de confiance et je pense que, Noël, ouais, on est ok, on est raccord. Moi, ça m'apporte beaucoup. Et quand j'ai réfléchi également sur cette inclusion, on avait un exemple concret également dans l'infrastructure où on accueille des personnes issues de l'infrastructure de l'Espérance. Et je vois souvent des enfants qu'on a pu voir en vidéo qui se questionnent, qui regardent ce qui se passe autour. Et on les sensibilise. On leur dit, voilà, tel enfant, il réagit comme ça, c'est normal. Ils sont sensibilisés à... Et si on voit un petit peu plus loin, le fait d'avoir créé de l'inclusion à l'heure actuelle avec ces enfants-là, des enfants qui ont 10 ans, qui voient ce qui se passe autour d'eux, finalement, on se dit que ça va être des adultes de demain. Et ces adultes de demain, ils seront déjà sensibilisés au handicap et peut-être que dans leur vie de tous les jours, ce sera plus facile de créer quelque chose, de justement faciliter l'accès à la pratique que dans les différents sports. Voilà. Pour toi, en fin de compte, les envies de chaque sportif sont uniques, c'est ce que tu me expliquais, et que chaque solution, chaque chemin emprunté doit l'être également. C'est ça que tu me dis tout à fait. Et donc, est-ce que c'est pas contradictoire par rapport à l'inclusion, justement, ou est-ce que c'est conforme à l'inclusion d'avoir cette particularité, d'être unique, mais avec tout le monde?
Moi, je trouve que c'est surtout enrichissant. Ça donne envie de... Ouais, c'est enrichissant. Ouais, je terminerai par ce mot-là. C'est enrichissant. Je confirme. Sandy Boulot, de l'association L'Espérance. On en parlait justement à l'instant. Donc, suite à tes études, tu as intégré et tu es devenu salarié au sein de l'association Espérance à Angers. Et pour ceux qui ne connaissent pas, tu pourras présenter l'Espérance. Toujours est-il, dans la démarche, il y a quelque chose d'intéressant justement que tu as mis en place avec ton équipe, avec la présidente, qui est justement cette inclusion en direction des autres clubs. C'est-à-dire que l'Espérance en tant que telle est inclusive dans les autres structures, notamment au niveau d'Angers Natation, au niveau de la Croix-Blanche pour le foot, au niveau du club de hand des Ponts-de-Cé. Donc, en fin de compte, est-ce que tu peux nous dire quels pourraient être les freins quand on voit une telle réussite, justement, de pouvoir emmener des personnes, justement, en inclusion dans des clubs qui accueillent des valides, des ordinaires, alors que vous venez avec un public extraordinaire? Oui, alors du coup, comme l'a dit Marc, je suis rentrée dans l'association Espérance, donc qui se situe à Angers, qui est une association qui propose des loisirs culturels et sportifs aux personnes avec un handicap intellectuel ou souffrant d'un trouble psychique. Je suis rentrée à l'Espérance il y a un peu plus d'1 an et demi, et en fait, moi, l'inclusion était déjà ancrée dans l'Espérance depuis 2019 avec un créneau d'inclusion en natation pour les jeunes enfants. Et par la suite, en effet, avec l'équipe de l'Espérance, on a développé un peu ces créneaux d'inclusion par le sport. Si on reprend le premier créneau, qui est le créneau d'inclusion par la natation, donc ce sont même à l'heure actuelle 2 créneaux de natation pour les jeunes qui pratiquent la natation avec une éducatrice formée et spécialisée donc dans le handicap et dans la natation. Ils ont leur créneau de leur entraînement de natation quotidien en même temps que les créneaux de natation d'Angers Natation, donc des jeunes. Et dès qu'Isabelle, donc l'éducatrice sportive référente de cette section, sent que le groupe est favorable à aller avec le groupe de jeunes, comme on l'a dit tout à l'heure, valides, entre guillemets, je dirais plus ordinaires, elle envoie un jeune, on va dire, s'entraîner avec les jeunes ordinaires pour participer à leur entraînement. Et puis, comme l'a dit Julie juste avant, apprendre aux enfants ordinaires quel est le handicap, et peut-être que des réactions vont être un petit peu, vont les trouver un petit peu bizarres, mais font partie en fait des gens d'aujourd'hui, et que le handicap fait partie de la société et qu'on l'accueille notamment dès le plus jeune âge. Ça favorise aussi, comme elle l'a dit Julie, un public adulte qui saura accueillir le handicap normalement, on va dire comme une normalité. Et puis, depuis donc la rentrée du mois de septembre, nous, on a développé le foot adapté, le football adapté, avec l'aide donc d'Adèle du comité, qui a fait le lien entre le club sportif de la Croix-Blanche à Angers, qui, eux, voulaient ouvrir une section football adapté, et nous, on avait la volonté aussi de créer cette section football. Nous, on avait la chance d'avoir le public parce qu'on travaille avec des personnes déficientes intellectuelles et atteintes de troubles psychiques, et la Croix-Blanche avait tous les équipements sportifs qu'il fallait. Donc la rencontre s'est faite entre nos 2 clubs sportifs, et une section a été créée de football adapté. C'est une section qui fonctionne très bien. Elle est en inclusion quand l'éducateur sportif, comme Isabelle le fait en natation, quand on le sent, quand on sent que les sportifs sont réceptifs, quand ils sentent que le lien peut se faire, et notamment avec une section où ce sont des migrants qui pratiquent en même temps du football. Donc les échanges se font alors très petit à petit. Ça a démarré au mois de septembre, donc l'échange ne peut pas être permanent. Mais dès que les 2 entraîneurs sentent que les 2 groupes sont favorables, il y a des échanges entre les 2 sections. Et on développe aussi à l'heure actuelle le handball en inclusion. Donc à la date du 15 avril qui arrive prochainement, on fait une rencontre entre les jeunes du club de hand des Ponts-de-Cé et notre section de hand ensemble.
pour justement, les enfants se questionnent beaucoup. On les croise, on n'a pas de séance avec eux, mais on les croise beaucoup à l'entrée de l'entraînement ou à la sortie de l'entraînement. Et ils disent bonjour à nos joueurs de hand ensemble sans connaître forcément le handicap. Donc l'objectif là était de créer une rencontre pour vraiment favoriser les échanges et se rendre compte des capacités et des difficultés de chacun sur la pratique du hand et sur les autres choses de la vie quotidienne. Après, comme l'a dit Marc, toute cette inclusion nécessite un accompagnement spécifique, notamment au niveau des enfants en natation. Un accompagnement qui, à l'heure actuelle, est fait par des bénévoles, par les parents qui sont bénévoles. On a notamment des stagiaires aussi de l'IFEPSA. Je pense à Damien qui est présent, merci beaucoup. Et on a aussi des services civiques qui font partie de l'association, qui participent à cet encadrement. Alors, bien sûr, ils apprennent d'Isabelle, mais c'est vrai que cette inclusion, si on veut qu'elle soit bénéfique, si on veut que les séances soient productives pour les jeunes, il faut un accompagnement presque individualisé. Et à l'heure actuelle, c'est vrai que le bénévolat se fait très rare. Vraiment, c'est quelque chose de très précieux. Donc, nous, à l'heure actuelle, à l'Espérance, et je sais que dans les autres clubs sportifs, c'est un peu la même chose. Les bénévoles sont très importants. Et on se pose beaucoup la question de comment les remercier, en fait, de leur implication et de tout le cœur qu'ils mettent en venant participer à ces séances. Il faut noter, en complément de ce que tu viens de dire, que l'aspect inclusion avec la Croix-Blanche a été reconnu par la DAL Angevine comme projet sociétal et a reçu le premier prix du projet sociétal cette année par la DAL Angevine. Donc on peut le remarquer, on peut le souligner, parce que c'est quand même quelque chose d'important. Ça a été reconnu, ça a été voté par l'ensemble des membres du jury. Il a eu tous les suffrages, ce projet-là. Donc l'inclusion, c'est pas un vain mot, a priori, au niveau de l'Espérance. Et justement, c'était cet aspect de bénévolat, d'encadrant, de service civique, de stagiaires qui étaient présents et qui peuvent des fois être un peu pénalisants justement dans la conduite de tels projets. C'est ça. Oui, c'est ça, parce qu'on a beaucoup de demandes, notamment au niveau des enfants. Julie l'a dit tout à l'heure par la personne qu'elle a accompagnée, où il y avait un manque en fait de structure voulant accueillir ce public. Nous, c'est pareil avec les enfants. Et si on n'a pas le personnel alors formé ou qu'on va former pour encadrer, c'est vrai que ça fait mal au cœur de refuser, mais on ne peut pas accepter tout le monde d'un point de vue sécuritaire et pour bien accompagner au contraire les enfants ou les adultes qu'on accompagne. Donc voilà, et encore une fois, on remercie bien entendu la DAL Angevine pour leur accompagnement sur ce projet de football adapté. Donc, je te remercie. Pour finir cette table ronde avec les problématiques qui ont pu être soulevées, des problématiques d'inclusion réussie, des problématiques de fausse inclusion, des problématiques de premier pas, des problématiques de ressources humaines ou ressources matérielles. Aude, toi qui es agent de développement au comité départemental handisport 49, est-ce que tu peux nous dire comment toi tu peux donner des réponses à toutes ces problématiques? Déjà donner des réponses à tout, je ne sais pas si ce sera possible, mais en tout cas d'aiguiller au mieux. Déjà, je rejoins tout ce qui a été dit ce soir-là par rapport à ce que mes collègues ont dit à côté. L'inclusion passe aussi par, notamment pour le côté handisport, par du matériel. Et le matériel, des fois, a un coût. C'est la réalité de terrain dans certains clubs. Pour inclure, il faut du matériel. Et en tant que comité, on est aussi là pour accompagner les structures vers l'achat de matériel, vers l'accompagnement, alors soit de bénévoles, soit de personnes qualifiées d'éducateurs sportifs, vers des professionnels en tout cas qui peuvent permettre cette inclusion-là. Donc je tiens aussi à le souligner. L'inclusion est aussi, pour certains cas, quelque chose qui est difficile parce qu'on ne connaît pas le handicap. Le handicap peut faire peur. Et au sein du comité, on propose des actions de sensibilisation au sein d'écoles primaires, de collèges, de lycées, pour avoir et faire ce premier pas aussi auprès des enfants qui sont, à mon sens, la société de demain aussi, ceux qui nous poussent à grandir et à évoluer.
Et donc, ces actions de sensibilisation passent par de la pratique, du principe d'essayer pour mieux comprendre, où les enfants vont se mettre en situation de handicap, pratiquer différentes activités et à la fin échanger avec un sportif ou une sportive, handisport ou sport adapté, peu importe. On est sur une ouverture d'esprit sur du parasport aussi. Sur sa pratique, sa vie quotidienne, expliquer comment ça se passe au sein de son club, est-ce que comment se passent les séances, etc. Est-ce qu'il y a des changements sur la réglementation? Et déjà, ces réponses à ces questions-là permettent une ouverture d'esprit et facilitent par la suite l'inclusion. À mon sens, ça passe par là aussi. Et actuellement, je fais une petite aparté sur le département. Il y a un collectif départemental sport et handicap existe où on se bataille, on avance sur des thématiques, sur des projets aussi d'inclusion. Notre objectif, c'est d'accompagner des familles, des sportifs. On reçoit beaucoup d'appels sur les journées, les semaines, parce que telle ou telle personne aimerait faire une pratique sportive dans un cadre sécurisé, adapté. Donc notre travail, c'est aussi d'accompagner ces personnes-là vers une meilleure pratique. Et ce collectif a été créé pour permettre cet accompagnement-là, pour permettre justement aussi de trouver les meilleures solutions sur des structures de proximité. Et pour favoriser tout ça, du coup, un site, une page a été créée qui s'appelle l'Handiguide des sports. Je ne sais pas si tout le monde connaît. C'est un site qui permet à toute structure sportive de se référencer, de dire s'ils accueillent ou non des personnes en situation de handicap, s'ils peuvent ou non accueillir telle ou telle pathologie. Et en fonction de la structure, de l'emplacement de la structure, de plein d'autres critères aussi, hein, bien évidemment, mais ça permet à une personne de trouver une structure de proximité et d'aller vers une pratique sportive aussi adaptée. Donc voilà, il y a beaucoup de choses qui ont été faites, qui restent à faire, mais pour moi, l'inclusion a déjà commencé, continue d'évoluer. C'est pas fini, il y a encore du travail à faire, mais en tout cas, c'est dans de bonnes voies, quoi. Tout à fait. Donc effectivement, comme tu l'as dit à l'instant, ça reste une bataille, je pense, une bataille qui peut se faire en douceur, mais qui doit être faite, parce que pour rebondir sur l'introduction d'Adèle, c'est vrai que la loi de 2005, elle était très bien, mais après, sur le fait, comme l'a fait voir Noël tout à l'heure avec l'affiche, on a encore du chemin à parcourir, beaucoup de chemin à parcourir, je pense. Ouais, je suis totalement d'accord. Et du coup, c'est vrai qu'en étant agent de comité, on intervient aussi dans les structures spécialisées et on a des demandes de personnes en situation de handicap qui sont dans des structures de sortir justement de ce fonctionnement de structure et de se dire on est en situation de handicap et on pratique ensemble. Non, il y a cette volonté d'aller vers le public valide, public ordinaire, vers une pratique d'ensemble en fait, pratiquer ensemble, prendre plaisir ensemble. En oubliant pour certains cette logique de compétition, mais déjà de se retrouver sur une même pratique, prendre plaisir, et je rejoins ce qu'a dit Claire, mais voilà, c'est un gâteau, effectivement, et si tout le monde met du sien, on pourra que aller de l'avant, et je pense que ça part par nous, en étant aussi valide, par les personnes en situation de handicap qui nous apprennent aussi, qui nous donnent énormément, et par cette volonté qui est créée en commun d'aller vers l'avant, quoi. Tout à fait. Je pense que on a fait le tour des problématiques, tant des freins, entre guillemets, qu'on aurait pu voir. Si vous avez des questions, pas de souci, je pense que vous êtes prêts à répondre, mesdames, à toutes les questions. Bonsoir. Alors moi, je suis infirmière dans le groupe Vive sur Angers, dans le pôle accompagnement et soins. Et en fait, mon équipe qui est constituée d'ergothérapeutes, conseillères en économie sociale et familiale, en fait, on travaille autour d'un projet qu'on essaye de pérenniser qui consiste à accompagner sur du renforcement, le maintien à domicile de personnes en situation de handicap ou avec des déficiences. Et en fait, nous, notre questionnement aujourd'hui, c'est de se dire l'inclusion, on y croit énormément, on est une équipe très motivée, mais en fait, on ne sait pas forcément vers qui aller pour pouvoir proposer
ne serait-ce qu'en termes de casser l'isolement et de pouvoir, justement, comme vous disiez, permettre à des gens de sortir de chez eux et de se remettre dans une activité, parce que nous, on rencontre beaucoup de gens avec la maladie de Parkinson, par exemple, donc des gens qui ont à peine 60 ans ou une soixantaine d'années. Pardon. Et du coup, nous, on est vraiment en recherche, en fait, de pouvoir générer un partenariat ou des rencontres, en fait, de patients, de bénéficiaires, et de pouvoir les remettre, en fait, dans des activités pour lesquelles ils sont demandeurs, en tout cas. Donc voilà, moi, mon questionnement, c'était vers qui on peut aller. Donc j'entendais l'association Espérance. Est-ce que c'est quelque chose est-ce qu'on pourrait prendre contact? Enfin voilà, mon questionnement, c'était plus ça, sur le territoire, vers qui on pouvait aller. Alors, pour répondre, soit 70, soit Aude, soit Claire, référente handicap au département 49, comme vous voulez. Alors, juste par rapport du coup à l'Espérance, nous on est vraiment une association proposant donc loisirs, on a dit culturels et sportifs pour les personnes ayant une déficience intellectuelle ou une pathologie psychique. Donc, si les personnes correspondent, on va dire, dans le handicap, dans la pathologie, au public que nous on accueille, il n'y a pas de souci, on peut rencontrer les personnes. Après, plus au niveau d'autres pathologies, nous, on sera peut-être pas, je pense, la bonne association. Les patients vont pas se retrouver en fait avec le public où nous on accueille. Je sais pas si quelqu'un d'autre a une autre réponse, peut-être Claire à donner. Alors, il y a la maison départementale de l'autonomie qui travaille maintenant justement avec un groupe qui est le comité 49 et qui est composé donc déjà des deux comités, du comité paralympique, de la LDJS. Et donc, toutes ces personnes sont déjà là. Et avec la maison départementale de l'autonomie, c'est déjà une première porte. Et on sait déjà que les personnes en situation de handicap, c'est déjà vers la maison départementale de l'autonomie qu'ils s'adressent. Alors, sachez qu'il y a eu une belle évolution, justement, par rapport au sport à la maison départementale de l'autonomie. Le département n'est pas tout seul, justement, accompagné de tout un mouvement sportif par derrière. Et que ils peuvent commencer déjà à être orientés vers ce comité qui les orientera vers le comité handisport, comité sport adapté, les associations existantes. Donc déjà, pour une personne, et c'était ça aussi l'objectif de ce comité 49, c'était de pouvoir, dès en fait leur dossier déposé à la MDA, d'avoir leur projet de vie, comme l'a dit Adèle, le projet de vie aussi sociétal au niveau du sport et comment le faire. Et peut-être aussi, alors là, ça n'avance que moi, des fois, il y a aussi du matériel qui peut être pris aussi en charge suivant le projet de la personne aussi. Ok, merci beaucoup. Je voulais juste rebondir aussi sur la question. C'était sur une pratique commune, pratiquée ensemble, ou c'était sur des journées ponctuelles? Et du coup, c'est comme une journée, c'est un temps ponctuel, mais avec votre groupe en fait. C'est pas vous qui offrez, je dis n'importe quoi. Il y en a 2-3 qui veulent faire du foot, vous les orientez vers un club de foot par exemple. Okay. Je pense que du coup, il faudra qu'on en parle en aparté. Non, mais c'est un projet qui est très intéressant et je pense que ça répond totalement justement à ce collectif 49 qui est mis en place. L'avantage, c'est que dans la salle, il y a Brieux, puis Brieux a le micro. Et on est nombreux à être présents de ce collectif ce soir et on pourra répondre à toutes les questions. Merci.
Donc oui, Brahima Torres du service départemental jeunesse, engagement et sport. C'est le service du ministère des Sports sur le département. Par rapport à ce que vous me disiez, j'entendais prévention de la perte d'autonomie, affection longue durée, maladie chronique. J'ai entendu ça dans vos paroles. Là, on est, à mon sens, plus dans le champ du sport santé et peut-être moins du sport et handicap. Et sur ce domaine-là, moi, je vous invite à, en tous les cas, vous rapprocher de ce qu'on appelle aujourd'hui les maisons sport santé. Ce sont vraiment des lieux entièrement adaptés justement pour accueillir ce type de public qui sont atteints d'une ALD ou d'une maladie chronique. J'étais la semaine dernière, par exemple, au Capucin, donc des personnes qui sortent d'opérations, d'accidents, et qui sont vraiment sur une phase de réadaptation et souvent en sortie de leur parcours de soins. C'est pas forcément encore le club sportif, et finalement ça rejoint le débat et le sujet de la conférence. C'est qu'à ce moment-là, c'est pas encore vraiment l'inclusion en club sportif qui est possible. Il faut des phases intermédiaires. Et ces phases intermédiaires, c'est les maisons sport santé, avec aussi un encadrement vraiment de qualité, avec des enseignants en activité physique adaptée, qu'on fait des bac plus 3, bac plus 5 en STAPS, vraiment spécialisés, qui sont aujourd'hui de plus en plus reconnus par les professionnels de santé. C'est aussi ce type de maison sport santé qui reçoit ce qu'on appelle aujourd'hui le sport sur ordonnance. Toutes les personnes qui sont atteints, qui ont aussi besoin parfois de reprendre confiance, de reprendre des capacités physiques qui peuvent être accueillies dans ces maisons sport santé. Et on a la chance sur notre département d'avoir plus de 8, même maintenant 10 maisons sport santé. Il y en a certaines qui sont connues ici certainement dans le champ du handicap parce qu'elles sont investies depuis très longtemps. Je pense à Capadapt, à Beaupouzet, mais juste en face, il y en a une autre, il y a Ciel Bleu. Juste à côté de moi, il y a Pierre Béthil sur Avrier qui met aussi tout en place un dispositif. Donc c'est vraiment auprès de ces structures-là que je vous invite à vous rapprocher. Mais également auprès de la nôtre, dans G Natation de course. Mais course, faut pas en avoir peur, puisqu'on a aussi une section sport santé. Mais je crois que Julie, tu vas en parler davantage. Donc, ça tombait bien que vous parliez de ça, parce que pour le coup, nous, dans le spécifique, par contre, natation, donc je peux parler que de ça parce que c'est mon domaine d'activité, on a le Neige des formes santé, et on a beaucoup développé cette activité où on accueille des personnes avec des pathologies diverses et variées sur ces créneaux-là, et on travaille aussi en parallèle avec les maisons sport santé. On est en train de monter un partenariat avec eux. Et pour le coup, on se rend compte que justement, comme vous parliez de rompre l'isolement, on est en plein dedans sur plusieurs personnes que l'on accueille. Outre les problèmes pathologiques qu'on peut rencontrer, on s'est rendu compte au fil des années, car c'est pas la première année que cette activité est mise en place, que les personnes, même si elles peuvent pas pratiquer sur le moment, elles viennent, et juste pour se déplacer, être avec tout le monde, être dans un cadre, dans une ambiance, sortir de chez eux, ils font pas, ils viennent. Et c'est pas grave, peut-être qu'ils ont pendant 2 semaines, ils peuvent pas pratiquer pour X raisons, mais ils sont là, ils sont sur le bord du bassin, ils partagent un moment malgré tout convivial. Et derrière, 2 semaines après, ils reviennent réellement dans l'eau. Et la pratique, elle est adaptée. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui vont nager, qui ont déjà un passif, ok, pas de problème, on adapte la pratique. Mais on a aussi des personnes qui n'ont pas forcément la même culture de la natation, qui peuvent avoir une appréhension, qui ont une pathologie qui s'est énormément développée. Mais c'est pas grave. Notre rôle, c'est d'adapter la pratique et que eux, ils s'y retrouvent et qu'ils peuvent bouger et sortir de chez eux. Et donc, on est vraiment encore sur une pratique de personnes en situation de handicap, même si c'est consécutif à une ALD. C'est ce que tu nous confirmes, hein, Julie, que cette pratique dans le Nager Forme Santé, notamment, reste une pratique ouverte en direction des ALD et des personnes en situation de handicap. Et cette pratique sport santé est bien encadrée par des professionnels, puisque c'est aussi des diplômes qui leur permettent d'être auprès d'un public, on va dire, un peu plus fragile, et de pouvoir leur apporter un bien-être, en fait. Et c'est une richesse, on revient sur ce mot, pour les personnes également qui vont aller dans l'eau. Donc là, on oublie totalement le côté compétition.
mais il y a la possibilité de pouvoir s'épanouir dans l'eau, et on sait ô combien que l'eau est fédératrice pour ça. Et pour la partie que vient de dire Claire, pour la petite aparté, le diplôme qu'on a là, sur cette thématique-là, sur Nage et Femmes Santé, on n'est pas sur on a passé le diplôme il y a 10 ans, on reste dedans nos acquis. Non, non. Tous les 2 ans, on est obligé d'être recyclé et on se revoit avec des collègues et on revoit notre formation pour être actif sur le terrain et toujours se remettre en question et toujours s'adapter. Oui, bonjour. J'avais une question pour l'association Espérance. Si j'ai bien compris, vous êtes un intermédiaire en fait entre des clubs de personnes ordinaires, soi-disant, et des clubs proposant du handisport. Mais je me demandais, parce qu'on dit maintenant aussi que l'inclusion devrait être portée par les personnes qui souhaitent ou qui devraient être incluses. Et donc, est-ce qu'il y a des initiatives qui sont portées par les personnes en situation de handicap qui disent oui, on veut être inclus dans ce club-ci, pour sensibiliser, ou au contraire, des clubs ne proposeront pas du handi, mais voulons aller vers les clubs proposant du handisport. Est-ce que vous êtes, est-ce que ça, c'est dans les deux sens aussi, ou c'est que vous qui portez cette initiative? Et j'avais une deuxième question pour tout le monde. Dans ce cadre du handisport, comment on intègre aussi l'angle diversité? Parce qu'on parle aussi maintenant d'inclusivité et diversité. Donc, comment on inclut la diversité des personnes par rapport à leur situation socio-économique, culturelle, ethnique, etc. Alors, si je réponds à votre première question, nous, au sein de notre association, la demande principale, en fait, au niveau des enfants notamment, ce sont les parents, par exemple, qui viennent inscrire leur enfant au sein du club d'Angers Natation. Et ce qui s'est passé en 2019, c'est que le club d'Angers Natation ne pouvait pas répondre en fait à la demande d'accueillir ces enfants en situation de handicap. Ils ont demandé du coup à nous, l'Espérance, qui avions le personnel formé pour prendre en charge ces enfants atypiques, pour leur créer des séances à leur niveau, en fonction de leur capacité, de ce qu'ils savaient faire. Et petit à petit, en fait, l'idée d'inclusion de les mêler, est venue sur le tapis, on va dire ça comme ça. Et ils ont créé ces sections d'inclusion. Alors, je pense que la demande vient pas forcément des enfants. Dans ce cas-là, nous, on n'a pas forcément la demande des enfants. Pareil pour le public adulte. À l'heure actuelle, nous, c'est pas des demandes qu'ils nous font de dire, je veux pratiquer en fait comme tel club ou telle personne. Bon, mis à part, on va dire les footeux actuellement qui ont l'équipe du SCO pour nous, nos joueurs en idéal, on va dire. Donc, ils veulent pratiquer l'activité physique, par exemple le foot ou la natation. Parce qu'ils l'ont vu à la télé, par exemple, ou c'est une activité qui leur plaît. Après, le fait de le faire entre eux, on va dire entre personnes en situation de handicap, eux, ça leur convient très bien. Mais ils aiment aussi rencontrer, je prends l'exemple de notre équipe de hand, ils adorent échanger avec les plus jeunes, que les plus jeunes les questionnent, aller voir les matchs des plus jeunes. Au mois de décembre, ils ont fait une rencontre, en fait, c'était pas prévu, ils ont fait un tournoi de hand à 4, où notre équipe, nous, de hand ensemble, s'échauffait pour leur match. Les jeunes terminaient leur match, donc ils ont fait un échauffement ensemble. Et l'échange s'est très bien fait. C'était à la demande aussi de nous, nos joueurs, de recommencer en fait cet échange avec les jeunes, on va dire, ordinaires. Donc la demande vient pas principalement d'eux, mais on sent que ça leur est bénéfique et que eux sont en recherche aussi, là notamment au club de hand, d'appartenance au club, de se dire ok, on fait partie du club de l'Espérance, ça on le sait, il y a peut-être 10 ans qu'ils en font partie, mais aussi de faire partie du club de hand, de se sentir vraiment que les joueurs du club de hand viennent les voir. C'est pareil au club de foot à l'heure actuelle, ça a mis du temps, mais les joueurs de l'équipe de foot adaptée, ils arrivent sur le terrain de foot, tous les joueurs de la Croix-Blanche, quand ils passent devant, ils les checkent. Et ça, c'est quelque chose, pour eux, ils se sentent reconnus comme appartenant au club de la Croix-Blanche aussi. Donc, on voit que ça leur est bénéfique. Si jamais ça ne l'était pas, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est les limites de l'inclusion, il faut que ce soit bénéfique
aux deux publics, le public à la fois ordinaire et le public en situation de handicap. Voilà. Pour répondre à votre deuxième question, enfin je vais tenter. Cette mixité en fait dont vous parlez, que ce soit sociale ou ethnique, ou là on est, c'est vrai, sur un domaine handicapé, enfin avec une situation de handicap, mais je pense que ce sont déjà les propres valeurs du sport d'inclure tout le monde en fait, peu importe sa nationalité, peu importe son niveau social. Une association est là pour accueillir aussi une personne qui désire faire du sport. En fait, les valeurs sportives, c'est ce qui nous permet aujourd'hui d'aller vers un sport plus inclusif, en fait. Plus inclusif avec des situations de handicap, mais on peut avoir des personnes étrangères et aussi en situation de handicap. C'est pas incompatible, on va dire, et qu'une association qui est capable en fait d'inclure un athlète ou une personne en situation de handicap et qu'il soit étrangère, ça va rien changer pour l'association en fait. Donc l'association est là pour montrer et accepter la différence, peu importe ce qu'elle est. En plus, Aude, tu me confirmes que quand il y a une demande des personnes pour aller vers une activité physique, justement, elles sont relayées par les comités départementaux, soit de sport adapté, Adèle, soit de handisport. Hein, je pense que c'est ça. Vers les associations, vous les renvoyez en fonction de leurs besoins, de leur envie, de leurs projets. Oui, c'est ça. On les accompagne au mieux en fonction déjà de leur handicap. Déjà, c'est une première chose. Si on nous appelle et qu'il y a une déficience intellectuelle, moi, tout de suite, je transmets les coordonnées d'Adèle. Adèle fait pareil quand c'est dans l'autre sens. L'idée, c'est de guider, d'accompagner au mieux la personne vers un endroit pour que ce soit bienveillant pour lui, pour la pratique et pour ceux qui l'entourent aussi. Et actuellement, moi, je rebondis sur ce qu'a dit Claire et je suis totalement d'accord avec ce que dit Claire. C'est que l'handicap fait partie d'une des différences qui existent parmi tant d'autres. Actuellement, les clubs déjà engagés vers un processus d'inclusion, mais pas que, les autres clubs aussi, sont déjà engagés vers cette ouverture d'esprit, à mon sens. Et actuellement, dans beaucoup de clubs, en tout cas, je vais pas m'avancer en disant dans tous les clubs, cette ouverture d'esprit est présente parce que ça fait partie des valeurs sportives. Et après, sur ce côté aussi où des fois le prix d'une licence pour certaines personnes, le prix d'une licence peut être coûteuse. Il existe des accompagnements financiers comme le passeport qui permettent d'avoir une réduction sur la licence pour la personne. Donc, ce sont des démarches administratives pour le club, mais ça existe. Donc, nous, notre travail aussi en tant que collectif et comité, c'est d'accompagner pour trouver les meilleures solutions, accompagner d'un point de vue matériel et tout autre, mais voilà, de ne pas bloquer sur des aspects comme ça. Et si l'inclusion n'est pas possible dans un club, il y a aussi les clubs complètement handisport qui sont dédiés simplement, enfin tout entier au handicap. Donc des fois, l'inclusion n'est pas possible dans un club valide, mais les clubs dédiés handisport et 100% handisport existent. Donc ce qui sous-entend qu'un individu ne restera jamais sur la touche s'il a envie de faire du sport. Et à l'inverse, on a des clubs handisport qui sont inclusifs dans l'autre sens, qui accueillent des valides sur de la pratique sportive. Voilà. Et ça marche très bien. Comme le basket, c'est ça? Comme le basket. D'autres questions? Ah, là, Damien. Bonjour à tous. Petite question, donc je suis encore étudiant en deuxième année STAPS à PASS et j'ai pour objectif, en accord avec mon club, de lancer l'inclusion dans mon club. Et est-ce que, à mon échelle, je peux directement me lancer dans cette inclusion où j'ai besoin d'abord d'être diplômé ou alors être en lien avec une structure pour me permettre cette inclusion dans mon club? Alors, il y a plusieurs choses. Déjà, tu peux commencer, parce que ça se fait pas comme ça. C'est quel sport, s'il te plaît? C'est quel sport? Alors, moi, je pratique du Wing Chun. C'est un art martial qui a été introduit par Bruce Lee. Voilà.
Oui, donc tu peux commencer tout seul. Déjà, c'est un travail d'équipe, à mon sens. Donc, c'est prendre contact avec les membres de ton association, travailler sur ce projet-là. Après, dans tous les cas, il faut être diplômé pour encadrer. Et avec la particularité d'avoir la licence APAS que tu es en train de passer, c'est que tu seras diplômé pour encadrer du public et proposer de l'activité physique et sportive adaptée. Donc, c'est un plus, c'est important. Après, toutes les démarches avec les structures, pour le coup, tu as la chance d'être en réseau avec les comités et d'autres structures, peut-être en lien avec tes stages. Donc, ce sera à toi aussi d'aller piocher les informations en fonction de ce que vous voulez proposer au sein de ton association pour que ce soit le plus ouvert possible, pour que ce soit dans un départ peut-être sur du petit à petit et puis après d'ouvrir au plus grand s'il y a possibilité. Mais je pense que dans tous les cas, un projet, il se travaille, donc commence maintenant. Et après, même si toi, maintenant, actuellement, t'es pas encore diplômé, peut-être qu'il y a d'autres diplômés dans ton asso qui peuvent commencer à prendre ce relais-là. Et après, tu enchaînes, quoi. Et puis, penser à travailler sur tout ce que ça peut apporter, en fait. Parce que c'est l'apport. Je parle beaucoup positif, en fait. Qu'est-ce que ça apporte? Qu'est-ce que ça apportera de plus à votre association d'avoir des personnes en situation de handicap? Donc c'est ça l'intérêt, en fait. L'intérêt d'avoir une personne en situation de handicap, elle va pas fonctionner pareil, mais c'est vrai que sensibiliser, ça prend du temps, ça avance, mais c'est bien de commencer maintenant, avant le diplôme. Ouais. Si juste je peux préciser, tu as dit quelque chose, ça m'a interpellé quand tu dis je voudrais me lancer dans l'inclusion. Ce qui est très bien sûr, on est là pour en parler ce soir. Mais ce que disait par exemple Claire, c'est qu'un sujet, ça se travaille et ça va venir au fur et à mesure. Donc si au début tu trouves que ton inclusion n'est pas forcément réussie, entre guillemets, c'est pas un échec. Ça va vraiment venir au fur et à mesure. C'est un état d'esprit, une manière de faire. Et il faut pas non plus se forcer. Si tu te forces, si l'inclusion n'est pas si simple en fait, bah c'est peut-être qu'il y a des choses à revoir. Faut pas du tout abandonner, c'est pas ce que je dis. Mais pour revenir au gâteau qui est bien fait, c'est toute une recette. Donc s'il y a un des ingrédients qui vient pas, change-le, mais n'abandonne pas tout. Mais il faut pas non plus se forcer et se dire ouais je vais faire que de l'inclusion, c'est ce qu'il faut faire en ce moment, et si je réussis pas, je lâche tout. Voilà, je voulais juste revenir là-dessus. Et moi, je rebondis une dernière fois, parce que du coup, c'est quand même une belle démarche. Je m'adresse du coup à toutes les personnes qui font partie d'une structure sportive. Si jamais vous avez des projets aussi et que vous êtes dans cette idée, en tout cas, de travailler sur l'inclusion, n'hésitez pas à nous contacter en tant que comité, soit votre comité de référence, soit un comité orienté sur le sport et handicap. Mais on est aussi amateur et on aime les défis un peu foufou et ces idées farfelues. Et des fois, quand on dit OK, on aimerait essayer ça avec tel ou tel groupe, nous, on pourra aussi déjà vous dire OK, on se lance, on essaye ensemble, ça marche, tant mieux, et du coup, on poursuit. Ça marche pas, on aura essayé. Et des fois, se lancer seul, c'est pas évident. Se lancer avec un appui, c'est plus facile. Donc voilà, ne pas hésiter à oser proposer des choses, essayer dans tous les cas. Et je rejoins ce qu'a dit Damien, si c'est sur une demi-journée, on vient avec des groupes, ça se travaille. Je pense que Sandy aussi l'a déjà fait aussi via l'Espérance, mais c'est des choses auxquelles nous, on est attachés. C'est d'avoir un premier pas, de se lancer, et puis après de continuer ou pas, quoi. Voilà. Au niveau départemental, je crois qu'il y a eu un film qui a été réalisé avec le comité départemental handisport, le comité départemental de sport adapté, la jeunesse et sport, comment accueillir une personne en situation de handicap, comment faire une section ou une inclusion en section avec des personnes en section de handicap. Je pense que c'est ça, oui. Une question? Non? Mesdames, je vous remercie. Dans votre présentation, donc on a vu la liste des fédérations qui proposaient qui avaient le droit donc de proposer des sections handisport ou voilà. Qu'est-ce qui est limitatif dans cette liste et qu'est-ce qui fait que
tous les sports, enfin, ne sont pas sur ces fédérations, ou qu'est-ce qui limite? Alors, la première limite, c'est que certaines fédérations ont demandé au ministère la délégation. D'autres ne l'ont pas demandé. Certaines l'ont demandé et l'ont eu. Donc, vous les avez vus apparaître. Certaines l'ont demandé et ne l'ont pas obtenu. C'est la première limite. Après, la limite, c'est surtout sur le développement de la pratique, et notamment la pratique compétitive. Toutes les fédérations qui apparaissaient sur le diapositive se doivent aujourd'hui de pouvoir proposer un parcours notamment de compétition dans leur discipline pour le parasport ou le parasport adapté en fonction des thématiques. C'est-à-dire que ces disciplines-là, sur le parcours compétitif, elles ne sont plus gérées par les fédés handisport et sport adapté. Elles sont gérées par les fédérations homologues. Si on prend l'exemple du judo, le para-judo, toutes les personnes en situation de handicap moteur, aujourd'hui, sont licenciées dans un club de judo, ont eu la même licence que Teddy Riner, et c'est la fédé de judo qui leur propose leur parcours de qualification pour les championnats régionaux, nationaux et internationaux. Auparavant, c'était la fédé handisport pour ce public-là. Et donc, est-ce que le fait d'être intégré à une fédération est un avantage pour la pratique, pour les personnes qui sont en inclusion par rapport à rester dans le giron de la fédération handisport? On a un retour sur ça ou... Disons que c'est l'offre de pratique qui va être augmentée, puisque les personnes pourront pratiquer. Et alors, si on prend l'exemple, par exemple, pour vous de la natation, qui n'êtes pas parmi les fédérations délégataires du public en situation de handicap, une personne en situation de handicap qui vient à Angers Natation, aujourd'hui, son seul parcours possible est le parcours proposé par la FFN. Et elle n'a pas forcément accès à une compétition ou à des choses qui sont toujours adaptées pour elle, où le niveau de pratique ne sera pas le même. C'est-à-dire que en FFN, peut-être que son niveau de pratique sera un niveau départemental, et si elle pratique au niveau handisport, elle aura un niveau national, voire international. C'est l'offre de pratique qui va être multipliée. Ça n'empêche pas une personne en situation de handicap de pouvoir pratiquer dans un club qui n'est pas listé dans les fédérations, mais l'offre de pratique ne sera pas la même. Vous avez la double affiliation, effectivement, à la FFN et à la Fédé handisport. Donc ça permet, pour le public en situation de handicap moteur et sensoriel, d'avoir la double offre. Pour le public qui a une déficience intellectuelle, pour le coup, s'ils veulent pratiquer en compétition, soit ils sont avec la FFN, soit ils seront via l'Espérance et votre partenariat d'inclusion pour pouvoir pratiquer en compétition. Je peux peut-être répondre aussi, enfin donner un exemple. Je suis vice-président de la Fédération française Montagne Escalade et effectivement, on a reçu la délégation l'année dernière. Alors, on faisait déjà de la compétition par le biais de la Fédération française handisport et on a d'ailleurs de nombreuses championnes du monde. Et l'intérêt aussi, c'est qu'on a du coup une CTN qui a été mise à disposition par le ministère des Sports pour développer spécifiquement la para-escalade, pardon. Et donc il y a un développement beaucoup plus important qui va se faire, et notamment on le fait sur le Pays de Loire pour développer l'activité du para-escalade. Donc le fait d'avoir cette délégation nous a permis d'avoir une CTN, donc une personne spécialisée dans le monde du handicap qui vient d'ailleurs d'une fédération. Et voilà, donc c'est ça l'intérêt, quoi. Et si je peux me permettre de compléter d'un point de vue professionnel, les fédérations qui ont obtenu la délégation mettent en place aussi plus de formations pour les éducateurs de clubs qui permettent aux éducateurs de clubs qui étaient spécialistes de la discipline d'avoir aussi maintenant des compétences sur l'accueil du public en situation de handicap. Donc, ça facilite aussi l'inclusion. Plus de questions? Non? Donc, je recommence. Mesdames, merci.
on n'avait pas le plan incliné. Donc, on va accueillir la deuxième table ronde, où là, la problématique, ça va être comment les athlètes vivent l'inclusion dans leur pratique sportive. Donc, avec Ronan Lebris, nageur handisport. Bertrand Deveau, nageur, parent, accompagnateur, bénévole. Richard Élodie, donc Élodie Richard, nageuse handisport. Émeric Pettel, directeur, et Manon Martin, enseignante APA de l'Entente des Mauges. Donc, Ronan, nageur handisport, nageur en Angers Natation, nouvellement arrivé. Toi, tu as vécu en fin de compte l'inclusion depuis tout petit. Depuis tout petit, puisque dans ton histoire de vie, à 3 ans et demi, 4 ans, tu as eu un accident domestique. Et la meilleure des solutions, c'est que je te laisse en parler. Ah ouais, comme tu as dit, Marc, du coup, moi, j'ai perdu ma jambe à l'âge de 3 ans et demi, donc après un accident domestique. Donc j'ai commencé, je faisais déjà du sport avant, donc je faisais du foot avec les personnes normales entre guillemets, donc valides, ordinaires, excusez-moi. Et du coup, j'ai continué le foot après mon amputation, parce que je suis amputé du coup tibial sous le genou de la jambe gauche. Et le sport était justement plus adapté pour ma pratique avec ma jambe. Et pour le coup, l'inclusion n'a pas été bonne puisque j'ai été... il y a eu des moqueries, c'est normal, à 3 ans et demi, je pense que les jeunes n'avaient pas compris ce que j'avais, donc j'étais sous le banc de touche pour le coup. Donc ensuite, je suis passé au vélo, donc au CC Uselay, donc dans un club toujours valide, dans lequel j'ai bien évolué. La pratique me plaisait énormément. Et en fait, au fur et à mesure de mon évolution, j'ai dû augmenter le nombre d'entraînements. Et le fait d'augmenter le nombre d'entraînements, justement, l'adaptation de ma prothèse était pas bonne. Donc j'avais des coupures, j'étais blessé en dessous le genou, etc. Donc j'étais contraint d'arrêter le cyclisme. Et avec mes parents, le médecin a dit à mes parents qu'il fallait absolument que je continue une pratique sportive pour muscler la cuisse, parce que forcément j'ai pas réussi à la développer. À 3 ans et demi, on est encore tout jeune. Et donc est venu le forum des associations à l'Oudéac, donc une association handisport pour le coup, donc une association de natation handisport, donc à l'Oudéac. Donc j'ai commencé la natation en handisport à 8 ans, et donc au fur et à mesure des séances, je faisais un peu du jeu. Forcément à 8 ans, on faisait que de jouer, mais moi je voulais apprendre à nager, essayer de nager un peu plus. Donc à chaque début de séance, on faisait quelques longueurs, etc. Et au fur et à mesure des semaines, j'ai commencé à apprécier de plus en plus et je voulais apprendre à nager plus vite. Et c'est là que je suis rentré en contact donc avec Sébastien Duhaut, qui est l'entraîneur de l'Oudéac, où je suis resté 10 ans avec lui pour nager justement avec d'abord l'école de natation, avec les jeunes toujours valides. Après, ça a été plus en compétition. Et puis après, j'ai eu l'occasion de bouger sur d'autres clubs, etc. Et je suis arrivé aujourd'hui à Angers Natation. Donc voilà, pour moi, l'inclusion, je pense qu'aujourd'hui, elle a été réussie. Je considère un peu mon handicap comme une petite pathologie, parce que, comme vous l'avez pu le voir sur d'autres pathologies, c'est vrai que en fauteuil roulant, ou comme je prends l'exemple de Pierre Rabin, je ne sais pas si vous connaissez, mais Pierre Rabin, il a eu un accident aussi, donc lui, il a perdu les 2 bras, les 2 jambes, et pour le coup, il fait de la natation en handisport aussi, et donc pour lui, c'est vraiment plus compliqué, l'inclusion dans un groupe valide.
voilà, moi j'ai de la chance aujourd'hui d'être accompagné avec les valides et je m'entends très bien avec eux. Donc voilà pour moi. Merci Ronan. Donc en fin de compte, Ronan, justement, tu parlais de petits handicaps. Et pour toi, t'as pas eu de problème particulier en conclusion, parce que justement le handicap te permettait d'être de manière inclusive. Le seul frein aurait pu être la discipline, comme tu le disais à propos du cyclisme. Oui, je pense que j'ai eu de la chance de trouver un sport qui était adapté à ma pathologie. Et donc, j'ai pas de douleur spécifique. Donc, c'est vrai que ça m'a complété en ma personne. Voilà. Merci, Ronan. Alors, Bertrand, nageur, parent, accompagnant, bénévole. Toi, la problématique, elle était peut-être un petit peu différente, justement, à propos de Leïli. Ouais. Nous, la problématique qu'on a eue, en fait, c'est vraiment la problématique, je pense, qui peut arriver à beaucoup de gens. C'est que Leïli, aujourd'hui, elle a réussi son inclusion. Elle participe d'ailleurs la semaine prochaine au championnat de France en sport adapté en natation. Donc, il y a un réel épanouissement depuis 2 ans. Mais avant d'en arriver là, en fait, elle a quand même essuyé énormément de refus et testé beaucoup de sports. Elle a fait du judo, gymnastique, danse. Et à chaque fois, ça a été alors pour le coup, pas des inclusions, mais des exclusions. Je pèse mes mots vraiment. Parce que nous, on a quand même eu, on apparente ça, une certaine humiliation, notamment la danse, où du coup, Leïli, en fait, posait problème et il n'y avait pas de solution à apporter. Donc là, au jour d'aujourd'hui, ça se développe vraiment. On trouve des interlocuteurs. Et en fait, Leïli est venue à la natation par hasard, en inscrivant Garès, qui fait partie du groupe Avenir, et juste en demandant bêtement à Marc, voilà, j'ai cette problématique avec ma fille, qu'est-ce que je peux faire? Et du coup, il nous a dirigés vers l'Espérance. Et au jour d'aujourd'hui, c'est un réel épanouissement pour elle. Mais ça a été quand même très compliqué. Je pense que ce que nous, on a vécu, c'est le lot de beaucoup de parents qui sont un peu désorientés parce qu'entre les rendez-vous médicaux, le quotidien de la semaine qui est assez lourd, on n'a pas forcément le temps en fait, de se renseigner, d'aller à la maison ou voir les éducateurs spécialisés, trouver les bons interlocuteurs. Je trouvais ça assez vraiment compliqué. Et voilà, nous, on a eu cette chance-là. Donc moi, c'est juste pour expliquer mon point de vue et mon œil en tant que parent. Et de ce fait-là, plutôt qu'à être sur le bord du bassin, j'ai proposé de filer un coup de main à mon petit niveau à Isabelle le samedi. Et en fait, le samedi, pour moi, c'est une leçon de vie vraiment. Et ça permet de relativiser beaucoup de choses. Et même l'épanouissement qu'elle a, que je peux voir avec le groupe Avenir, quand ils traînent au bord du bassin et tout ça, on voit que les enfants ont un œil avec l'inclusion qui est plutôt positif et qui sera que bon pour l'avenir. Ouais, c'est une belle histoire. Belle histoire. Élodie, malvoyante. Toi, l'inclusion, là, on vient de voir à l'instant avec Bertrand que l'inclusion, la problématique, c'est qu'on a des refus. Toi, la problématique, tu l'as située plutôt dans la logistique, en termes d'horaire, en termes d'accessibilité. Auparavant, dans un club unisport, handisport, pardon. Là, maintenant, tu évolues dans un monde inclusif au niveau de ton sport, de la natation. Est-ce que tu as toujours les mêmes problématiques? Est-ce qu'il y en a d'autres? Comment, toi, tu vis ton inclusion à l'heure actuelle? Moi, pour commencer, en fait, c'est vrai que je pratiquais la natation auparavant, mais seule. Et c'était plutôt compliqué parce que quand on va dans une piscine lambda, en fait, il y a trop de monde dans les lignes. Donc, c'est compliqué quand on est handicapé visuel. Et donc, j'ai commencé par un autre club auparavant, effectivement. Là, le souci, c'était les horaires parce que les entraînements étaient de 20h à 22h. Moi, je suis ce qu'on dit une PMR, donc j'ai besoin des transports pour me déplacer. Et après 22h, il n'y a plus de transport pour rentrer chez soi, donc c'était compliqué. Ou il faut faire appel à des sociétés de transport. Mais bon, ça a un coût, c'est pas non plus toujours facile, quoi. Donc après, j'ai découvert Angers Natation. Et effectivement, donc déjà pour commencer, ce qui est plaisant dans l'inclusion, c'est que il y a différents entraînements et on s'entraîne avec différents types de nageurs. Il y a déjà les nageurs du NFS,
donc des gens qui ont un handicap, enfin, qui ont plutôt une pathologie qu'un handicap. Donc déjà, on peut nager avec eux. Il y a aussi un entraînement où on se retrouve à nager qu'entre handicapés, ce qui est aussi agréable parce que moi, je découvre les autres handicaps. Je ne connais pas tous les handicaps. Et après, il y a aussi, on nage sur le même créneau que les maîtres. Et l'année dernière, on nageait justement avec les maîtres. Et ce qui était bien aussi, c'est qu'on a pu nager avec eux, mais en respectant justement la limite du handicap, c'est-à-dire de ne pas être trop nombreux dans les lignes et dans la ligne. Et du coup, là, je rebondis sur ce que disait Claire. Effectivement, on est à respecter le nombre de nageurs dans la ligne. On ne se gêne pas. Donc, les valides ne sont pas gênés, les handicapés non plus. Et du coup, ça se passait très bien. Et je me souviens aussi avoir nagé avec les départementaux, donc des jeunes, si je ne me trompe pas, de 15 à 20 ans. Et également, ça s'est très bien passé. Et ils comprenaient aussi les besoins liés au handicap et même pour nous aider. Parce que du fait d'être plus jeunes aussi, ils étaient un peu plus dans l'idée de « Ah tiens, elle a besoin de ça, bon, je vais l'aider ». Donc moi, je trouve que l'inclusion, en tout cas avec Angers Natation, ça se passe plutôt bien. Et après, reste par contre, c'est toujours le problème de logistique au niveau des déplacements, de faire attention de ne pas prévenir la veille pour le lendemain quand l'entraînement a changé, parce que moi, après, c'est compliqué. Quand il s'agit de vérifier les horaires de bus, des fois, c'est un peu trop compliqué. Mais on arrive toujours à s'arranger, enfin, même entre nageurs handicapés, véhiculés, on s'entraide, et donc c'est plutôt positif. Élodie, quand on préparait justement cette conférence, tu nous as fait part de quelque chose. Tu as enseigné à l'étranger parce que tu es professeur d'espagnol. Oui, alors oui, j'ai une formation FLE, enfin français langue étrangère, et après, oui, prof d'espagnol en France. Oui. D'accord. Et je te remercie. C'est vrai de... Je précise. Comment ça? Et donc, justement, tu as pu nous faire part, lors de cette préparation, des problématiques qui n'étaient pas forcément les mêmes quand tu étais à l'étranger qu'en France, qu'il y avait peut-être des fois plus de freins en France qu'à l'étranger. Voilà, c'est peut-être quelque chose qui peut nous intéresser. Oui, c'est vrai que... comment dire ça moi, j'ai vécu au Costa Rica. Et j'ai vécu au Ghana, donc un pays d'Amérique centrale et un pays d'Afrique de l'Ouest. Et c'est vrai que déjà là-bas, on ne vit pas de la même façon. Et il y a quand même une forme de solidarité qui est quand même plus commune. Enfin, c'est plus, je ne sais pas si c'est le bon mot, peut-être plus culturel. Moi, je sais qu'au Costa Rica, j'ai jamais eu ce problème avec des transports parce que de toute façon, je savais qu'en arrivant à un endroit, j'allais demander de l'aide, on allait m'aider. Donc il y a ce côté aussi où... on a juste à dire j'ai un souci, je suis handicapé visuel, on va me dire comment je peux t'aider. Voilà, en France, ça peut être un peu plus différent, donc du coup, il va falloir expliquer. Mais après, comme je dis, je pense que si la personne handicapée est apte à communiquer sur son handicap correctement, à l'expliquer, et la personne valide, elle, est prête à écouter et à apprendre, dans l'ensemble, ça se passe bien. Franchement, ça se passe bien. Mais c'est vrai qu'en France, on a quand même ce petit côté où on a un petit souci avec la différence. Voilà, quelle qu'elle soit, il n'y a pas que le handicap, il y a d'autres différences. C'est ça qu'on a ce souci un petit peu à peut-être avoir peur de la différence, je ne sais pas, mais du coup, il va falloir un peu insister, mais pas trop non plus, parce qu'on peut comprendre qu'il y a des gens qui sont vraiment gênés par la différence, et là, il ne faut pas insister, il faut laisser, et on a quelqu'un d'autre. Voilà. Merci, Élodie. Alors, pour finir cette table ronde et cette conférence avant les différentes questions, c'est vrai qu'il y avait beaucoup d'aquatique. Et un peu de terrestre, ça peut faire du bien. Et donc, Émeric, directeur de l'Entente des Mauges, et Manon, enseignante à pas de l'Entente des Mauges, je pense que vous avez plein de choses à nous faire partager, plein de choses à nous dire justement sur l'expérience, sur ce que vous avez mis en place avec l'Entente des Mauges, avec des beaux projets, dont un qui a fini hier après-midi. Donc je laisse la primeur de pouvoir expliquer tout ça, parce que c'est vrai que ce sont des belles choses de la vie. Ouais. T'as vu un peu? Je vous mets en appétit.
juste avant, un petit film, vous allez voir, il est tout chaud. Il vient de l'amener, les dernières corrections ont été faites à l'instant. Émeric, Manon, comme vous voulez. Je vais commencer sur le sport adapté, donc la partie intégration, puis Émeric continuera sur la partie inclusion. Donc à la base, l'Entente des Mauges, c'est un club d'athlétisme qui est basé sur Beaupro en Mauges. On fait partie des Mauges. Un club d'athlétisme depuis 1975. En 2007, par un autre enseignant APA, il y a eu ce constat de fait comme quoi il y avait trop peu d'associations sportives sur les Mauges qui pouvaient proposer une activité physique adaptée pour un public en situation de handicap, d'où la création en 2007 de la section sport adapté. Comme ce qui est noté sur le diapo, pour lutter contre le déconditionnement physique, psychique des personnes déficientes intellectuelles, favoriser l'intégration, puis aussi sensibiliser les athlètes du club au handicap. C'était... Voilà, ils font partie intégrante du club et c'était ça l'objectif, que tout le monde puisse pratiquer une activité, nous l'athlétisme. Donc à savoir que les créneaux sport adaptés sont en intégration avec les autres entraînements, donc c'est sur le même lieu et sur les mêmes heures de pratique. C'était vraiment ça l'objectif du sport adapté. Ils ne sont pas mis à part dans une autre salle ou à des horaires complètement décalés. L'objectif, c'est vraiment de mixer tous les publics sur la piste. Donc le mardi soir comme le jeudi soir, c'est une fourmilière sur la piste. Et il y a le public sport adapté qui s'intègre parfaitement avec les coureurs de l'Entente des Mauges. Donc là, depuis 2007, il y a les entraînements, mais aussi la participation donc, aux compétitions officielles sport adapté avec la FFSA, et aussi des participations donc, du public en situation de handicap sur des manifestations sportives publiques. Chez nous, il y a par exemple le 10 km de Cholet, il y a tout ce qui est des crosses organisés à Beaupro, etc. Donc l'objectif, c'est vraiment aussi de les inclure sur des manifestations sportives grand public. Et aussi aux événements du club via des meetings ou des animations proposées par la jeune équipe d'animation maintenant au club. Donc là, voilà, ça c'est la photo des championnats de France qui s'est fait il y a quelques semaines où on a rapporté 2 médailles au sein du club. Ça sera plutôt la partie d'Émeric sur les différentes sections au club. En tout cas, pour conclure, moi, c'est vraiment là depuis... donc j'ai repris en 2020 le sport adapté. On est en charge avec ma collègue du sport adapté. On essaye de toujours inculquer ces valeurs déjà bien intégrées au club, qui est la bienveillance, qui est le fait de partager, la notion d'entraide aussi. Ça c'est vraiment hyper important au sein du club. Et on essaye de fidéliser les athlètes comme les bénévoles. On a une bonne équipe de bénévoles actifs, donc, ce qui est très enrichissant au sein du club. Je te laisse la parole. Merci Manon. Je ne sais pas qui est-ce qui dirige les slides. Je veux bien que... Marion, je veux bien que tu fasses passer un tout petit peu, effectivement. Alors, si on... Ouais, voilà, c'était ce dont parlait Manon. C'est, voilà, 16 ans plus tard, en fait, la question qui se pose, ou qui ne se pose pas d'ailleurs, au sein de l'Entente des Mauges, c'est est-ce que c'est à part ou est-ce que c'est quelque chose de particulier? Non, c'est... Quand vous voyez la slide précédente, vous voyez le cercle, c'est intégré à l'ADN et à l'organisation générale du club. Ou plutôt, inclus à l'ADN général du club. Donc voilà, et donc dans ce cadre-là, le club, les éducateurs et éducatrices APA, donc Manon et Mathilde, organisent régulièrement des événements dans le cadre de la structure adaptée au sein du club. Donc là, on a l'illustration d'un exemple qui s'appelle les Défis du Lion, qui ont lieu tous les ans depuis 12 ans.
Ça aura lieu au mois de mai 2023, la prochaine édition. Ça regroupe à peu près tous les ans 200 personnes aidées par... ça a lieu à Cholet, on est aidé par des associations partenaires, le Lions Club, la DPH, voilà, ce type d'association. Puis on organise à côté de ça, et donc là c'était tout frais parce que ça avait lieu hier. Il y a eu 3 éditions, hein. Hier c'était la 3e, 2019, 2022 et donc 2023. Une organisation qui s'appelle L'autre usine s'adapte. Pourquoi L'autre usine s'adapte? Tout simplement parce que c'est en lien avec un de nos partenaires qui s'appelle L'autre usine, qui est un espace de loisirs à Cholet. Et le but du jeu, c'est de rendre accessible à des personnes qui n'ont pas forcément l'habitude de se rendre dans ce type de manifestations ou de lieux, des pratiques particulières, le karting, le bowling, le badminton, le basket. Donc là, pour le coup, en lien avec, comme je le disais tout à l'heure, le Lions Club, la DPS, le BAC, le BACH pour le badminton, la Jeune France de Cholet pour l'initiation basket. Et donc, on a un certain nombre de structures, d'établissements qui se déplacent. Hier, ils étaient à peu près 70 jeunes de 16 à 22, 23 ans en termes de public. Et tout au long de la journée, ils ont vécu, ils ont eu la possibilité de découvrir des activités qu'ils n'ont pas l'habitude, la possibilité de réaliser. Donc voilà, du karting. Alors autant vous dire que pour certains, le karting, le bowling, c'est une quantité d'émotion, d'adrénaline très importante. Mais au final, rendre accessible, se donner les moyens d'être présent pour leur permettre de découvrir des activités qu'ils n'ont pas le loisir de pratiquer habituellement, eh ben, ça rend le moment, l'expérience extrêmement forte. C'est une vraie belle journée, c'est une vraie belle expérience. Et donc, de manière à vous montrer, à illustrer mon propos, c'est tout frais, effectivement. Alors, le montage a été très rapide parce que, du coup, ça s'est terminé hier. On a une petite vidéo et pour le coup, c'était dans le cadre de la semaine olympique. Donc, on avait sur le lieu de l'autre usine une exposition, une expo concernant les Jeux olympiques, puisque le club de l'Antenne des Mauges a la chance de pouvoir profiter d'un certain nombre de torches, 4 torches olympiques qui sont mis à disposition des partenaires, des collectivités, avec des panotiques expliquant l'ADN des Jeux, l'organisation générale. Je vous laisse découvrir la petite vidéo. Voilà. Au final, quand on se... C'est pas difficile, en fait. C'est naturel de se rendre disponible pour accueillir, donner et recevoir. Parce que pour le coup, je parlais d'émotion. Ils sont
les résidents des différents établissements qui étaient présents hier sont extrêmement reconnaissants des échanges, de ce qu'on leur a permis de découvrir sur la journée. Et alors, qu'est-ce qu'ils nous retournent en échange? C'est vraiment, un retour extrêmement chaleureux et on passe une excellente journée. Pourquoi l'inclusion, c'est facile? Est-ce que vous avez des questions? Oui. Oula, c'est la table 1 qui... Non, c'est pas une question. Je veux juste compléter par rapport à l'autre usine s'adapte. Donc l'autre usine, c'est quand même une salle dédiée aux loisirs, très peu ouverte sur le temps scolaire. Et depuis l'autre usine s'adapte, ça a remis en question leur capacité d'accueil du public en situation de handicap sur leur temps de loisirs auprès de la direction et de l'ensemble des salariés. Et donc, depuis l'autre usine s'adapte et les plusieurs éditions, ils ont mis en place, on est intervenu nous pour former l'ensemble des salariés, que ce soit la partie restauration, l'accueil, les animateurs d'ateliers sur l'accueil de tous les publics en situation de handicap pour qu'ils puissent venir aussi et profiter de cet espace de loisirs avec leur famille, avec leurs amis. Donc c'est aussi grâce à l'entente des Mauges que l'inclusion elle peut être faite sur tous les moments de leur vie. Si je peux compléter les propos d'Adèle, pour en avoir discuté avec le directeur de l'autre usine hier, il expliquait que lorsqu'il construisait des plannings autour de la présence et de l'animation, enfin de la mise en place du projet L'autre usine s'adapte, quand il fait le tour de savoir qui est disponible pour venir travailler sur cette journée-là, eux ils arrivent, il est 8 heures, du coup ça fait une très grande journée, la totalité des salariés de l'autre usine sont disponibles pour être présents et certains étaient présents en dehors de leur temps de travail hier pour accompagner sur notamment la pratique du karting pour pouvoir venir sécuriser, faire découvrir parce que là on voit quand ça fonctionne bien mais il y a des moments le karting ça crée un stress important, un maniement délicat. Et donc, ça nécessite d'abord une explication, une préparation de l'organisation, enfin, dans l'organisation générale, et après la mise en œuvre, et au fur et à mesure, ils deviennent de plus en plus autonomes. Voilà. Non, c'est bon. Ça va rejoindre un petit peu ma question que je vais poser à Élodie, en fait, puisque tout à l'heure, tu nous as parlé d'une inclusion un peu plus facile dans la vie au niveau des pays étrangers. Donc, tu nous as fait part de beaucoup d'empathie, que c'était culturel, mais est-ce que tu ne crois pas aussi que par moment, tout ce qui est règlement en France empêche aussi ce côté empathie de se développer? Oui, je pense en fait, les lois, heureusement qu'elles existent. Mais je pense que si on attend que ce soit la loi qui fasse changer la mentalité des gens, là, j'y crois pas du tout. Effectivement, il faut aussi que les gens, tout le monde y mette un peu du sien. Et malheureusement, parfois, même quand on y met du sien, la loi peut aussi venir contre le bon sens, en fait. Pas tout le temps, heureusement, mais ça arrive. Là, j'ai pas d'exemple précis, mais moi, ça m'est déjà arrivé personnellement de me retrouver dans une situation compliquée parce qu'on me disait, si, ça me revient. C'est par rapport justement à du sport aussi. Et donc, il n'y avait plus de transport le soir tard. Donc, quelqu'un du club s'est proposé de m'aider. Et là, on m'a répondu non, parce qu'en fait, là, elle sort du travail et la loi dit qu'après le travail, quelqu'un ne peut pas te raccompagner chez toi. Je suis d'accord, là, c'est un peu compliqué quand même. Quelqu'un se propose et en fin de compte, la loi dit que non. Donc oui, il y a ça aussi, effectivement. Je te rejoins là-dessus, Claire. Merci. Et contrairement justement à cette expérience que vous avez pu avoir là dernièrement, on voit que c'était facile aussi. Il y avait certainement un règlement pour faire du karting, mais que la bonne volonté et l'envie de le faire a permis aussi de pouvoir faire avec ce règlement du karting. Alors oui, comme je le disais précédemment, la journée, elle se passe bien aussi parce qu'elle est, elle est anticipée, elle est préparée. Mathilde, qui est la référente sport adapté du club de l'Entente des Mauges, prépare
communique avec les établissements au préalable pour organiser la journée, pour que lorsque les résidents arrivent sur la journée, tout soit entre guillemets simple. Et quand on parlait du karting, effectivement, sur le planning, vous avez pu le voir tout à l'heure sur les slides, il y a un moment, il y a une quinzaine de minutes à peu près de préparation, de briefing pour expliquer, pour les équiper, ne serait-ce que mettre la charlotte, les casques. Et donc là, pour le coup, on a la chance aussi de pouvoir compter sur des partenaires qui se déplacent pour nous faciliter l'organisation de cette journée. En l'occurrence, pour le coup, c'était des personnes qui étaient présentes du Lions Club qui nous assuraient l'équipement en fait des différents résidents. Et ensuite, la grande compétence et la grande disponibilité, Adèle en parlait tout à l'heure, des membres de l'équipe de l'autre usine qui effectivement ont été formés et tout simplement parce qu'en 2019, quand il y a eu la première édition, ils n'avaient pas les mêmes capacités à répondre aux attentes des résidents et des adhérents et à cette vision ou cette capacité à répondre au handicap, tout simplement. Et aujourd'hui, en fait, ils ont, dans leur manière de faire, dans leur manière de procéder, ils sont capables de se mettre à hauteur, de varier les intonations, de varier le positionnement pour répondre au mieux aux demandes des résidents. Donc en fait, pour cet exemple-là, c'est l'autre usine qui va chercher le monde des personnes en situation de handicap. Je pense qu'on parle beaucoup depuis dans l'organisation de cette thématique et de cette agora de quelque chose qui est essentiel à mes yeux, qui est la co-construction. Et pour faire émerger le sens, la bienveillance, il faut que ce soit effectivement co-construit pour favoriser la réciprocité. Merci. Bien. J'ai une question pour Bertrand. Vous évoquiez du coup la difficulté que vous avez eue à inclure l'AILI dans différents clubs. Mais ma question, oui, c'est comment l'AILI, elle s'est sentie dans cette exclusion de l'inclusion. C'est assez simple, juste humilié, mais vraiment. Et c'est moi elle. Du coup, c'était très compliqué. Et en fait, là, par exemple, là-dedans, ce qui était on va dire l'événement le plus traumatisant pour elle, c'est qu'elle était, en fait, on a su à la suite, au bout de quelques séances, qu'en fait, elle était mise au fond du cours et que, elle faisait ce qu'elle pouvait. Parce que Dixit, la prof, elle n'a pas le temps de s'occuper d'une élève comme elle. Donc voilà. Donc c'était très compliqué. Il a fallu réapprendre pour elle à prendre du plaisir à faire du sport. Et c'est en arrivant à la natation avec l'Espérance qu'elle a réussi, au bout d'1 an, de 2 ans, à vraiment prendre du plaisir et maintenant arriver à là où elle en est, à être capable de nager correctement et d'aller même jusqu'à la compétition, sachant qu'elle est hypersensible et tout ça, donc c'est très compliqué pour elle, tout ce qui est gestion de stress. Donc c'était très compliqué de reprendre tout ça, quoi. J'imagine que cette exclusion a créé de grosses frustrations chez elle et que ça a mis du temps à ce que l'inclusion puisse arriver au sein de l'Espérance. C'est ça. Et après, moi, j'ai du mal à comprendre tout ça parce que aujourd'hui, ça me semble tellement évident que se heurter à des problèmes comme ça me semble vraiment délirant, surtout avec la richesse qu'on a en France du côté associatif, du côté bénévole. Et on a un peu tendance, je pense, à l'oublier. Moi, j'ai fait énormément de sport dans ma vie et j'estime qu'à un moment donné, il faut un peu redonner ce qu'on a eu. Et juste être présent le samedi à notre niveau est important, et ne serait-ce que pour soutenir des enfants comme ça ou d'autres. Donc c'est vraiment important là-dessus. Dernière question, est-ce que c'est vraiment votre aide en tant que parent qui a su redonner à l'AILI cette envie d'être inclus au sein de l'Espérance? Ah non, je pense que c'est vraiment l'association de voir toute la diversité qu'il y a au sein de l'Espérance, et qui fait aussi la richesse. Qui l'a aidé à se sentir incluse, acceptée et du coup à s'épanouir dans sa pratique du sport. Merci. Pour rebondir peut-être sur ce que disait Bertrand, effectivement, c'était une des problématiques qui était soulevée tout à l'heure par Sandy, la problématique des bénévoles, je pense. Et Bertrand, tu m'arrêtes si je dis quelque chose qui n'est pas conforme, mais je crois qu'il y a eu un gros appel
aux parents justement pour pouvoir maintenir cette inclusion dans de bonnes conditions. C'est qu'Isabelle a fait un gros appel dessus pour pas être coincé, pour que le reste puisse continuer, je pense. Et en fait, ça va un peu dans le sens aussi de ce qu'on disait avec tout ce qui est loi et législation en France. En fait, pour faire de l'inclusion comme je fais le samedi, j'ai pas de formation, en fait, j'ai rien du tout, j'ai juste un parcours de sportif. Et en fait, c'est juste du bon sens. C'est du 1 pour 1 énormément, parce que c'est des enfants qui demandent beaucoup de temps, et chaque problématique, en fonction si c'est de l'autisme, en fonction des pathologies, c'est compliqué. Il y a des enfants qui peuvent être agressifs, donc les comportements peuvent être surprenants. Mais si on a vraiment du bon sens, c'est juste une volonté. C'est juste, en fait, c'est simple et c'est fluide, mais vraiment fluide. Et quand on est tous autour du bassin le samedi, on voit vraiment, ça grouille partout. On voit le groupe à venir, on voit tout le monde, et je trouve que c'est vraiment assez exceptionnel, quoi. C'est des super moments, quoi. Et donc, belle revanche quelque part, si on peut utiliser ce mot-là, sur le fait que le livre, comme tu l'as dit, la semaine prochaine, c'est le plongeon dans le grand bain. Du coup, c'est un peu un pied de nez à tout ce qu'on a pu vivre avec elle. Et du coup, en France, ce que j'appelle moi la dictature des petites cases, où si on ne rentre pas dans telle ou telle case, on ne sait pas quoi en faire. En fait, non, on peut sortir des cases et on peut réussir à s'épanouir et à faire des belles choses à côté. D'autres questions? Non? Oui, merci. Je me demandais si, en fait, j'ai l'impression, dans le cas de Limoges, puisque vous existez depuis 1975, que vous avez déjà un réseau très bien peut-être établi, des partenaires, des alliés. Est-ce que aussi l'inclusion est plus facile quand vous avez déjà un réseau assez soudé, vous avez des alliés, vous font confiance? Et peut-être que c'est aussi le cas pour les parents, pour Enjeux Natation. Est-ce que c'est, voilà, comment établir ce réseau peut-être pour faciliter l'inclusion? Alors effectivement, c'est plus facile quand ça existe, et au départ, à la base, c'est toujours le défi ou le combat d'une personne ou d'une poignée de personnes pour faire avancer la société, pour faire avancer l'histoire, l'organisation générale dans un club comme nous à l'Entente des Mauges. Et en ce sens, moi je le dis souvent, hein, je tire mon chapeau à mon prédécesseur, hein, qui était le directeur de l'Entente des Mauges, Jérémy Devy, parce que c'est sous sa houlette et avec c'est sa volonté, en fait, à un moment donné, en 2007, comme le disait Manon tout à l'heure, c'est un constat. Il n'y a pas les solutions. Donc il faut aller de l'avant. Il prend entre guillemets son bâton de pèlerin et puis il change la société. Et dans la présentation tout à l'heure, c'est ça en fait l'inclusion. C'est changer la société, faire comprendre aux gens qu'on peut travailler tous ensemble et co-construire un environnement plus favorable pour tous et chacun. Donc voilà. Donc effectivement, une fois que le projet est élaboré, que les gens y croient, qu'on peut s'attacher à collaborer avec des partenaires fidèles qui nous permettent d'oser des actions. C'est le cas effectivement de l'action à l'autre usine, ou c'est le cas avec l'action sur les défis du Lions. Forcément, c'est beaucoup plus simple. Et ça demande au départ juste un peu de courage. Et ensuite de la bienveillance, et ensuite ça marche bien. Plus de questions? Non. Donc je vous remercie de cette table ronde numéro 2, de vos témoignages très riches. Et pour le mot de la fin, je pense que déjà on peut les applaudir. Bien, très simplement, merci à tous pour le partage d'expérience, pour ces témoignages qui nous éclairent sur le chemin parcouru et celui qui reste à faire. Pour que l'inclusion ne soit plus un débat, mais que ce soit quelque chose d'ancré dans notre quotidien. Je voudrais
particulièrement remercier, je pense que vous avez apprécié l'animation de Marc. J'ai trouvé Marc qui a fait une animation remarquable. Applaudissements pour Marc. Et puis, je vous invite à poursuivre ces échanges en allant prendre un pot convivial. Merci à tous.